On va passer directement à la présentation de Claire O'Neill-Sanger. Claire est aussi étudiante à la maîtrise sous la direction de Jeannie-Marie Saint-Jacques, que j'ai oublié de mentionner précédemment. Tu vas nous parler de reconstruction forestière au cours des 2 derniers millénaires au Mont Orford. Donc, je te donne la parole. Voilà, tu as déjà le PowerPoint, donc tout est parfait. OK, ça marche? Ça marche, ça se voit bien. OK, parfait. Merci, Olivier. Oui, pour ceux et celles que je ne connais pas, mon nom est Claire et comme Olivier a dit, je viens de finir ma maîtrise à Concordia avec Jeanine-Marie Saint-Jacques et puis aussi sur la co-direction de Mathieu Perros à l'Université Bishops. Donc, ici au Québec, les enregistrements de végétation de la fin de la période glaciaire et de l'Holocène ont été bien documentés. Bien que ces études nous aient donné d'excellents enregistrements de la végétation post-glaciaire et sur l'ensemble de l'Holocène, peu d'entre elles ont une résolution suffisamment fine pour comprendre les dynamiques forestières sur des échelles de temps plus courtes et plus récentes. Récemment, quelques études ont démontré que les données polliniques à haute résolution permettent de mieux saisir les réponses des forêts aux périodes de variation climatique décennale et centennale qui peuvent avoir un impact important sur la composition des forêts comme le petit âge glaciaire et l'optimum climatique médiéval. Donc, en utilisant l'analyse du pollen et du microcharbone à haute résolution, notre étude examine la sensibilité des forêts feuilleuses d'érable à sucre dans le sud-est du Québec au changement climatique et aux activités humaines au cours des 2300 dernières années. En juin 2018, nous avons extrait 3 carottes de sédiments de l'étang Fer-de-Lance dans le parc national de Mont Orford. Le parc a été choisi comme site d'étude à cause de son emplacement dans le domaine de l'érable à sucre de Tiyu, en beige, qui est situé à environ 50 km entre le domaine plus froid de l'érable à sucre de bouillot jaune, en jaune ici, et le domaine plus chaud de l'érable à sucre à cordiforme représenté ici en rose. Donc, sa proximité avec les 3 domaines forestiers rend le site sensible au changement de température à l'échelle centennale auquel la composition de la forêt devrait répondre rapidement. Les 3 carottes s'alignent pour couvrir en profondeur de 0 à 247 cm sous l'interface de l'eau-sédiment. Les macrofossiles organiques et des sédiments de surface ont été extraits pour la datation au radiocarbone et par le plomb 210. Des échantillons de sédiments ont été prélevés et traités selon une procédure afin d'isoler les graines de pollen. Et j'ai compté une somme minimale de 500 graines de pollen dans chaque échantillon. Et au total, 102 échantillons de pollen ont été comptés, qui nous a permis d'obtenir un intervalle moyen d'échantillonnage de 23 ans. Donc, pour les résultats, voici notre modèle d'âge profondeur. La combinaison des dates obtenues avec le plomb 210 et le radiocarbone nous donne une chronologie qui s'éteint de 365 avant Jésus-Christ à 2018. Voici les résultats de notre assemblage de pollen. Donc, en utilisant le CONUS et le ACP ou PCA en anglais, j'ai pu diviser le diagramme de pourcentage en 3 zones polliniques pour délimiter 3 périodes de changement végétatif liés à des événements climatiques et humains. Donc, on a une première zone qui est représentative de l'optimum climatique médiéval et du premier millénaire. Et on a une deuxième zone qui est représentative du début du petit âge glaciaire et une troisième zone qui est la période modifiée par l'homme
qui coïncide avec la fin du petit âge glaciaire et l'arrivée de la colonisation par les Européens. Donc, juste pour résumer quelques résultats principaux, nos archives montrent une claire augmentation des taxons conifères comme le Picea et le Pinus habloxylon à partir du fin du premier millénaire de notre ère et une diminution du Fagus grandfolia et du Tsuga canadensis au cours des 700 dernières années. Donc, la diminution abrupte de ces taxons, comme le Fagus et le Tsuga, qui étaient précédemment sud-dominants, et l'augmentation des taxons conifères boréaux, ça soutient la suggestion qu'il y a eu une transition rapide entre l'optimum climatique plus chaud et un petit âge glaciaire plus froid ici au Québec. Un autre résultat intéressant est que notre montée d'Ambroisie, qui est souvent utilisée comme marqueur pour le défrichement extensif des terres par les colons européens, se produit en 2 étapes. On a une première montée qui commence vers 1650 et qui s'accompagne d'une montée plus précoce de Poesia qui commence vers 1550. Et puis, on a une deuxième montée qui commence d'une manière beaucoup plus abrupte vers 1770. Dont la nature de notre montée en 2 étapes est peu commune et l'augmentation initiale est à environ 100 ans plus tôt que la plupart des études dans le sud du Québec ont trouvé et ça précède des enregistrements de la colonisation européenne dans la région. Donc, par conséquent, nous pensons que la première montée de l'Ambroisie pourrait être due au défrichement accru des terres pour l'agriculture indigène. Et bien qu'il n'y a pas eu de travaux archéologiques dans la région du Mont Orford, les sites de la vallée de la Missisquoi, pas loin au Vermont, confirment l'existence des communautés d'Abenaki de la Missisquoi qui cultivaient le maïs. Aussi, les Iroquois de la Saint-Laurent étaient également connus pour leur défrichement des forêts pour la culture du maïs, des haricots, des courges dans le sud du Québec. Juste comme j'ai mentionné, la deuxième montée d'Ambroisie est plus caractéristique de montée d'Ambroisie classique du région et s'aligne bien avec les premiers enregistrements des loyalistes dans la région de Mont Orford qui ont eu lieu en 1776. Nos données montrent également que la perturbation des terres par les colons européens a eu des impacts durables non seulement sur le pollen non arboricole comme l'ambroisie et le poesia, mais aussi sur la composition de la forêt arboricole. Et on voit ça ici avec les rables, car au cours des 200 dernières années, on a constaté une augmentation significative de l'érable. Cette dynamique ainsi que le déclin continu de Fagus et Tsuga correspond aux résultats des études dans le sud du Québec qui ont identifié l'érable ou Acer comme un marqueur de perturbation anthropique. Alors ici, nous avons vraiment saisi comment la colonisation européenne de la région a influencé les dynamiques forestières en favorisant la succession précoce des soeurs au désavantage des espèces au dernier stade de la succession écologique comme le Ficus grandfolia et le Tsuga canadensis. Nous avons également fait une analyse de charbon. C'était fait par mon collègue Caden Schwartz. Ces données confirment que le feu est naturellement présent dans le paysage du Mont Orford et il y a eu 4 incendies locaux importants notés ici avec des croix. Mais les pourcentages et les flux de pollen n'ont pas montré de changement substantiel dans la composition des forêts dû à ces incendies. On a calculé un intervalle de retour naturel des incendies, donc avant la colonisation,
de 515 ans pour la forêt. Reconstruction de climat, c'était fait en convertissant l'abondance relative du pollen de l'étang fer de lance en utilisant la technique analogique moderne. Donc, elle montre la température moyenne en été et les précipitations annuelles moyennes pour notre site. Pour les températures, on voit un premier millionnaire chaud qui s'éteint à 950 après Jésus-Christ, et puis en observant après l'optimum climatique médiéval un peu plus froid entre 1950 et 1420, mais on a vraiment saisi un petit âge glaciaire distinct entre 1435 et 1800. Pour les précipitations, on peut voir un climat progressivement plus humide de 700 à environ 1800. Juste en bref, nous avons également comparé notre climat de l'étang fer de lance avec des autres reconstructions climatiques bien datées et à haute résolution dans un rayon de 350 km de notre site. Et nous supposons que si nos reconstructions sont similaires, les changements forestiers dont l'enregistrement pollinique de l'étang fer de lance sont très probablement causés par un changement climatique régional. Donc, on voit avec les températures estivales que l'étang fer de lance, notre site, suit le large déclin cohérent de la température régionale après un premier millénaire généralement plus chaud que l'optimum climatique médiéval. Et on voit aussi que la transition entre l'optimum climatique médiéval et un petit âge glaciaire plus froid entre 1400 et 1500 correspond au site à l'Outaouais avec lac Brûlé et lac Noir, et aussi dans le Maine avec Conroy Lake et Basin Pond. Également, notre site correspond au modèle cohérent de précipitation accru au cours des 2000 dernières années pour le nord de la Nouvelle-Angleterre, avec un petit âge glaciaire humide par rapport à l'optimum climatique médiéval et qui est plus humide encore par rapport au l'optimum, au premier millénaire. Donc, en somme, les changements de la composition des forêts de l'étang fer de lance sont en partie responsables du refroidissement et de l'humidification régionale, surtout vu dans le nord de la Nouvelle-Angleterre. Juste en bref, juste en résumé, en utilisant les données de pollen à haute résolution, nous avons montré comment les changements climatiques du premier millénaire et la transition abrupte entre l'optimum climatique médiéval et le début du petit âge glaciaire ont affecté la composition forestière de notre site dans le domaine de l'érable à sucre et du sud-est du Québec. Ainsi, notre étude démontre un schéma de modification anthropique de la végétation depuis environ 1650, causé par les modifications possibles des populations indigènes sur le paysage et des graves changements de paysage causés par la colonisation européenne au cours des 200 dernières années. Alors, pour conclure, notre étude fournit la première reconstruction pollinique à haute résolution de la région du Mont Orford, et on croit qu'elle met en évidence le grand potentiel des études futures à haute résolution dans le sud du Québec. Merci. Merci Claire.